Lumière. Et on va maintenant enchaîner donc avec l'univers de la santé. Merci encore, on peut applaudir Philippe Lemoine. Donc pour aller encore plus loin dans l'univers de la santé, donc je vais vous laisser avec Xavier. Donc Xavier Duporté, il est docteur en biologie de synthèse, donc du MIT de l'INRIA. Il a été élu innovateur français de l'année 2015 par le MIT. Vous connaissez bien sûr le MIT, le célèbre institut donc de technologie du Massachusetts. Il va donc nous parler maintenant de la santé en 2030 et plus particulièrement donc de demain et de tous ces médicaments qui seront faits sur mesure. Alors comme on l'a fait tout à l'heure, n'hésitez pas à tweeter également. Donc, si vous avez des questions à poser à Xavier, on vous écoute. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, dans cette soirée digitale, moi, je vais parler pas que du digital, mais aussi du digital dans la santé et le digital dans la génomique, la génétique. Parce qu'aujourd'hui, en France et dans le monde, on est en train de vivre, on est à l'aube d'une véritable révolution. Dont je trouve qu'on n'a pas assez conscience de cette révolution en France, dans des domaines comme la génétique qui vont avoir des implications et qui vont créer une grosse partie, qui vont être à la source d'une grosse partie de l'économie de demain. Et alors je commence par cette question, est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, il était possible de faire pousser des robots ? Alors pourquoi cette question ? Parce que le robot, c'est typiquement le digital, le mécanique, et faire pousser, faire croître, faire grandir, c'est la biologie. Et ça me permet justement de faire le lien entre la biologie et le digital. Alors, si on regarde un robot, qu'est-ce que c'est un robot ? C'est des pièces mécaniques, du hardware, qui est composé donc de différentes pièces, qui ne bougent pas, qui est inerte. Et quand on y met du software, du digital, eh bien, on rend le robot intelligent, il peut être autonome ou pas, mais en tout cas, il prend vie, les codes informatiques permettent au robot d'effectuer ses fonctions. Si on regarde le vivant, à l'échelle de la cellule, eh bien, en fait, on peut se rendre compte que chacune de nos cellules qui nous constituent, que ce soit les humains ou des microbes, des bactéries ou des plantes, eh bien, en fait, chaque cellule, c'est un petit automate. Ça ressemble... Alors, je suis devant. Non, c'est bon. Chaque cellule est organisée un petit peu comme un petit automate. Elle est constituée de protéines qui constituent sa membrane, et à l'intérieur, il y a d'autres compartiments aussi qui sont aussi constitués de protéines, de lipides, de pas mal de choses qui constituent un peu les pièces, comme les pièces mécaniques du robot. Mais cette cellule, ce hardware, donc là c'est du hardware, le hardware vivant, on appelle ça du wetware. Ce hardware du vivant, eh bien, il faut pareil, lui rajouter du software pour qu'il soit autonome, qu'il puisse fonctionner. Ce software dans le vivant, ce n'est pas des lignes de code avec des 1 et des 0 du bit, mais c'est de l'ADN, avec ces 4 lettres ATGC, ces acides désoxyribonucléiques, qui cela remonte peut-être à assez longtemps dans vos études. Du coup... pas trop longtemps. Donc le software du vivant aussi, une fois qu'il est mis dans cette cellule, enfin il y est d'origine, mais il permet à cette cellule de fonctionner. Et pourquoi ? Eh bien parce que ce vivant, ce code génétique qui est composé donc de ATGC, eh bien en fait on est en train de comprendre qu'il fonctionne un peu comme un code informatique. En fait, et c'est même plutôt l'inverse qui est en train de se passer. Ce code, la différence... Surtout aujourd'hui, en fait, un code informatique, on comprend exactement, on connaît tous les paramètres, on sait ce qu'on code. Le code génétique, eh bien, jusqu'à très récemment, on ne savait pas du tout le décoder, le déchiffrer. Et du coup, pour arriver à maintenant construire des robots biologiques, des nouvelles cellules, des nouveaux programmes biologiques, des nouveaux programmes vivants, eh bien, la première des choses, c'est de pouvoir comprendre déjà comment déchiffrer ce code, un peu comme on déchiffre un langage. Le déchiffrer, mais ensuite pouvoir le modifier, le programmer, un petit peu comme un Word, comme on fait aujourd'hui avec Word sur un texte. Et ensuite, pour pouvoir modifier le vivant, eh bien, il va falloir pouvoir écrire ce code génétique. Et donc, c'est ce qu'on appelle la synthèse de l'ADN, de l'impression de l'ADN, comme on imprime aujourd'hui pas mal d'autres choses. Alors, on va commencer d'abord sur la lecture de l'ADN. Pour arriver justement à déchiffrer ce code génétique, eh bien, il faut développer des technologies pour pouvoir le lire. Lire le code génétique d'une personne, mais des millions d'autres personnes pour aussi pouvoir les comparer et essayer de comprendre avec ces données, justement toutes ces données, arriver à essayer de comprendre comment marche ce code génétique. Alors, quand la génétique a débuté, dans les fins des années 70, on avait déjà des petites technologies pour arriver à lire un petit peu le génome, ce code génétique, sauf qu'à l'époque, on arrivait à lire 300 bases, 300 A ou T ou G ou C, par heure. Alors ça vous dit rien comme ça, mais quand on regarde la taille d'un génome humain, c'est 3 milliards de lettres. Et donc, ce qui représente à peu près 857 Bibles exactement.
Et donc, pour lire un génome humain, pour arriver à ne comprendre, même pas à comprendre, à seulement savoir quel est notre code informatique, nous, notre code génétique, eh bien, ça a pris 15 ans et plus de 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, avec justement ces milliards de dollars qui ont été injectés dans cette recherche, avec les potentielles applications qui sont liées à la compréhension du code génétique, on est arrivé à développer de nouvelles machines, qu'on appelle les machines de séquençage de l'ADN de seconde génération, qui aujourd'hui arrivent à séquencer 1 million de lettres par seconde. Alors, en parlant toujours du digital, on connaît la loi de Moore qui en gros illustrait le fait que la puissance de calcul informatique augmentait multipliée par 2 tous les 18 mois. Eh bien, la puissance de lecture du génome, du code génétique, à elle, était augmentée de façon encore plus rapide que la loi de Moore, puisqu'on voit très bien que, par exemple, en 2001, alors qu'on venait tout juste de finir le premier séquençage de génome, les technologies avaient un petit peu avancé, on arrivait à séquencer un génome humain, et ça nous coûtait 100 millions de dollars à l'époque. Aujourd'hui, en 2015, maintenant du coup en 2007, on arrive à avoir un génome humain pour moins de 1000 dollars en quelques jours. Alors ça permet de générer beaucoup de data. Aujourd'hui, il y a déjà plusieurs dizaines de milliers de génomes humains qui sont séquencés, et en 2020, il y en aura des millions, voire des dizaines de millions. Tout ça, ça va nous permettre quoi ? Eh bien, ça va nous permettre, alors voilà, cet effet aussi, donc ça c'était pour, juste, il y a déjà des sociétés, donc dans l'économie, elle a déjà démarré là-dessus, c'est pas seulement dans la recherche, dans les laboratoires, des sociétés comme 23andMe, vous avez déjà dû en entendre parler, l'ancienne femme de Sergey Brin de Google a lancé cette société il y a déjà 7 ou 8 ans, qui pour 100 dollars, vous lui envoyez un bout de salive et une goutte de salive, et puis elle va pas vous séquencer tout votre génome, mais elle va seulement séquencer quelques endroits clés de votre génome pour arriver à prédire si vous avez plus de chance ou de malchance d'avoir telle ou telle pathologie. Aujourd'hui, il y a une boîte qui a été créée il y a moins de 6 mois qui s'appelle Veritas Genetics, qui sort d'un labo de Harvard, et qui, pour le coup, vous lui envoyez un bout de salive aussi, et elle vous séquence votre génome complet pour 1000 dollars en 3 jours. Alors, le problème en France, c'est qu'aujourd'hui, notre code génétique, en fait, il ne nous appartient pas vraiment. On n'a pas le droit, c'est interdit, moi je suis hors la loi, parce que j'ai envoyé un bout de salive à ces entreprises qui ont séquencé tout mon génome. Et donc, c'est un petit peu un problème, va falloir y réfléchir, notamment dans la protection des données, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour se faire séquencer, savoir un peu de quoi elles sont constituées. Et si ces données, aujourd'hui, partent à l'étranger, dans des sociétés comme celle-là, et du coup, avec tout ce qui touche à la santé, il y a un problème aussi de savoir qui détient ce qui a le plus de valeur aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais dans 10 ou 15 ans, les données les plus personnelles, c'est le génome. Alors, il y a ces grosses sociétés qui font, ces startups, mais qui grandissent très très rapidement aussi, parce que la génomique devient un secteur de l'économie extrêmement important, surtout aux US. Mais il y a des sociétés qui essaient de démocratiser le séquençage de l'ADN. Donc là, c'est une société qui est en Irlande, qui s'appelle Oxford Nanopore, et qui a développé des petits séquenceurs de poche. Donc là, c'était le prototype qu'on peut aussi déjà avoir dans nos laboratoires. Et dans 2 ans, ils sortent un séquenceur de poche qu'on va plugger sur son iPhone, et on va pouvoir séquencer pas mal de choses avec son iPhone. Alors, une fois que toutes ces données ont été générées, de séquençage, de lecture du code génétique, eh bien on commence à en avoir assez de données pour pouvoir les comparer entre elles et comprendre un peu justement quelles sont les petites erreurs, les petits bugs dans notre code génétique qui sont responsables de certaines maladies. Et donc une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de corriger ces maladies? Donc par exemple des maladies génétiques, où là on a une mutation génétique dans un de nos gènes qui fait qu'on a une fonctionnalité de notre corps ou d'une cellule qui est défectueuse. Eh bien il faut pouvoir arriver à la modifier. Donc là il y a beaucoup de sociétés qui sont déjà en train d'être créées, qui utilisent des technologies de pointe dans la modification du code génétique pour soigner des maladies. Donc, ce qu'on appelle la thérapie génique, en fait, qui a eu un petit boom au début des années 2000 et qui maintenant est en train de repartir de plus belle parce qu'au début des années 2000, on ne comprenait rien à ce code génétique et donc on faisait des modifications qui entraînaient de plus graves maladies. Aujourd'hui, comme on commence à très bien comprendre le code génétique, eh bien, la thérapie génique repart de plus belle. Et elle est notamment
on peut aujourd'hui avoir beaucoup confiance et faire des choses de façon beaucoup plus rapide, des modifications génétiques dans les génomes humains, animaux ou des plantes ou des bactéries, beaucoup plus rapide parce qu'il y a quelques années, on a découvert cette technologie qui s'appelle CRISPR. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, elle commence à faire beaucoup la une. L'année dernière, donc, cette technologie a été développée, donc ça c'est l'acronyme qui ne sert pas à grand chose, qui est très complexe, que même on a du mal à le retenir quand on est scientifique. Cette technologie a été développée par deux femmes, dont une française. C'est aussi pour ça que c'est intéressant, Emmanuelle Charpentier, qui n'est pas en France, mais elle est française. C'était une technologie qui a été, l'année dernière, et même cette année, on réfléchit à nobeliser ces deux femmes pour cette technologie de modification des génomes. Alors, pourquoi elle est fantastique et aujourd'hui, on est vraiment, grâce à cette technologie, à l'aube d'une révolution industrielle dans l'ingénierie génétique. Parce qu'avant, pour pouvoir modifier l'ADN à un endroit du génome, c'était extrêmement compliqué. Il fallait modifier des protéines très grosses, ça prenait des centaines de milliers d'euros, ça prenait des mois de travail pour faire une petite coupure pour modifier un petit endroit du génome. Cette nouvelle technologie, en fait, c'est une protéine qui ressemble à un ciseau. Et je vous expliquerai, nous on s'en sert aussi pour l'application qu'on développe chez LIGO. C'est un petit ciseau moléculaire, donc à l'échelle de l'ADN, un tout petit ciseau qu'on peut programmer de façon extrêmement simple. Donc là vous avez un brin d'ADN, comme dans notre génome, avec différentes par exemple, mutations qui sont en couleur, des petits endroits qu'on veut découper. Et bien aujourd'hui on peut synthétiser de façon extrêmement facile d'autres petits bouts d'ADN qui nous permettent de guider ces ciseaux comme un guide et de couper exactement là où on veut. Alors pourquoi c'est intéressant de pouvoir couper l'ADN de façon très rapide, très facile, là où on veut? Eh bien parce que quand on a par exemple une mutation génétique dans son corps, qui est responsable d'une maladie génétique, eh bien on peut utiliser cette protéine, cette protéine Cas, ce petit ciseau, pour découper l'ADN. On a découpé notre ADN, et ce que les cellules humaines ont une propriété qui est assez géniale, c'est de pouvoir, quand on coupe l'ADN, quand on crée un bug dans le code génétique, eh bien, il y a plein de mécanismes qui sont là pour réparer ce bug, recoller le morceau d'ADN coupé. Sauf que, eh bien, la nature n'est pas parfaite et parfois, quand ça recolle, eh bien, ça crée des mutations. Justement, ça ne fait pas les choses correctement. Le recollement ne se fait pas correctement. La correction du bug ne se fait pas correctement. Et aujourd'hui, quand on peut couper à un endroit, eh bien, il suffit de donner un template qui est très similaire à là où on a découpé, mais avec la mutation qui nous permet de corriger le défaut et qui est lié à la maladie génétique. Et en fait, dans beaucoup de cas, eh bien, avec cette technologie simplement de découpe et d'apport d'un petit brin d'ADN qui correspond à la correction de la maladie, eh bien, ce sera le bon brin d'ADN qui va être incorporé dans le génome et du coup réparer, en gros, le gène, réparer le code génétique défectueux et permettre aux maladies génétiques d'être soignées. Alors, chez les humains, il y a déjà un grand nombre de sociétés, 3 sociétés, enfin un grand nombre pour le peu d'années, pour le peu de temps. Depuis 3 ans, il y a déjà 3 sociétés qui ont été créées, dont 2 qui ont déjà fait une IPO aux US sur l'utilisation de technologies comme ça pour des maladies génétiques, qui ont levé plus de 150 millions avant leur IPO. Et donc, c'est en train d'être la technologie qui va révolutionner les maladies génétiques. Mais pour aller encore un peu plus loin, on va parler de xénotransplantation. Aujourd'hui, la xénotransplantation, c'est quoi ? C'est quelque chose qui est très difficile à concevoir, c'est prendre des organes d'autres animaux et les utiliser pour remplacer les organes de l'homme, les organes défectueux. Alors jusqu'à présent, on pensait que le cochon était le meilleur animal pour faire cela, mais il y avait beaucoup de difficultés, dont la difficulté majeure, c'était que le génome du cochon, eh bien, il y a plein de virus dedans. Et si on transplante un rein de cochon chez un humain, il y avait encore jusqu'à aujourd'hui beaucoup de chances pour que les virus qui étaient dans l'organe du cochon, qui peut-être étaient chez le cochon, n'avaient pas vraiment d'importance chez le cochon, n'étaient pas virulents chez le cochon, et bien s'ils sont chez l'homme, peuvent devenir virulents et du coup non seulement tuer la personne chez qui on a fait le transplant, mais se répandre dans la population et créer une pandémie mondiale. Sauf que maintenant, avec cette technologie de pouvoir modifier de façon extrêmement efficace un peu partout dans les génomes, ce chercheur, George Church, qui a aussi créé la société Veritas Genetics de Harvard, lui a utilisé cette technologie justement de CRISPR pour ne pas modifier un seul endroit du génome du cochon, mais enlever en un seul coup tous les virus qui étaient présents dans un génome de cochon. Et donc maintenant, il a aussi fondé une société qui s'apprête à travailler sur la xénotransplantation avec des cochons où tout est bon, des cochons OGM qui pourront bientôt servir pour la xénotransplantation.
Et alors, une fois qu'on s'est modifié l'ADN, eh bien, l'étape finale, enfin l'étape ultime, ça va être d'arriver à pouvoir le synthétiser pour vraiment construire des programmes génétiques de nouveau et, programmer le vivant ou reprogrammer le vivant, mais de façon assez significative. Et donc, pourquoi j'ai mis une imprimante? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, il y a des sociétés où on tape sur Internet, on rentre son code génétique sur Internet, on appuie sur un bouton acheter, et 3-4 jours après, on a notre séquence d'ADN qui arrive à la maison et qui a été imprimée chimiquement. Alors, de la même façon qu'il y a eu une décroissance du prix de façon significative de la lecture de l'ADN, pour le séquençage de l'ADN, on est en train de vivre exactement la même chose pour la synthèse d'ADN. Aujourd'hui, de synthétiser de l'ADN de façon complètement synthétique, ça ne coûte presque plus rien, quelques cents par lettre d'ADN. Alors, à quoi ça peut servir? Aujourd'hui, enfin il y a quelques années déjà, Craig Venter, qui est un autre chercheur aux États-Unis, lui, il a synthétisé un génome complet, donc un code génétique complet, pas d'un humain, d'une bactérie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une bactérie vivante, il lui a enlevé son génome naturel, et à la place, il a mis un génome qu'il avait complètement synthétisé avec des machines, et la bactérie s'est répliquée et a continué à marcher de façon autonome. Alors aujourd'hui, les sociétés qui font de la synthèse d'ADN, eh bien en fait, c'est des sociétés qui valent très cher et qui lèvent beaucoup d'argent aussi, parce que là aussi, il y a une énorme économie qui est en jeu et qui va apparaître. Et là, c'est une Française, que je pense que personne ne connaît, qui s'appelle Émilie Leproust, qui est dans la vallée, dans la Silicon Valley, et qui a levé plus de 150 millions d'euros en moins d'un an, qui sera d'ailleurs à Paris la semaine prochaine. Elle fait de la synthèse d'ADN extrêmement rapide, extrêmement fiable. Elle a déjà vendu plus de 100 millions de paires de bases, donc c'est plus que tout ce qui a été utilisé jusqu'à présent dans toute la recherche dans le monde entier, et même dans l'industrie, à une société qui s'appelle Ginkgo Bioworks, une société qui fait des bactéries modifiées pour leur faire produire des molécules à haute valeur ajoutée, comme des arômes, des plastiques aussi. Et encore plus intéressant par rapport au digital, puisque là, c'est du code génétique vendu à Microsoft, un deal de 10 millions de paires de bases d'ADN, pour utiliser l'ADN comme un moyen de stockage de l'information. Parce que c'est tout petit, donc on arrive à faire tenir toute l'information d'Internet dans un tube à essai, parce qu'on peut condenser de l'ADN, on peut faire... Enfin, il y a beaucoup de potentiel dans l'ADN, au-delà même de la médecine. Alors, tout ça pour en arriver à ce que nous on fait, des médicaments sur mesure qui utilisent justement, qui combinent, on s'est beaucoup appuyé sur cette technologie de séquençage, de synthèse, d'études des génomes, d'algorithmes pour comprendre, pour arriver à créer nos propres robots biologiques, mélanger le digital et la biologie. Alors nos robots biologiques, eh bien exactement, on arrive à la créer donc c'est de façon très simplifiée, on synthétise de l'ADN, on met des protéines qui vont permettre après avoir incubé tout ça, de créer en fait un petit robot avec des composants protéiques et un code génétique dedans. Donc ce petit robot, il ressemble à ça. Donc là, c'est représenté en image de 3D, mais il ressemble à ça, avec justement tout un composé protéique, et à l'intérieur, les petits fils qui sont de l'ADN, notre code génétique. Alors ce petit robot, il s'appelle Eligo, et je vais vous dire tout de suite pourquoi on l'a développé. On l'a développé dans l'optique de s'occuper de votre microbiome. Alors je ne sais pas... Alors, ça ne vous dit pas grand-chose peut-être. Qui sait ce que c'est que le microbiome? Alors, le microbiome, c'est très bien, puisque je ne suis pas venu pour rien. Le microbiome, c'est un organe que vous avez tous, qui pèse 1 à 1,5 kg, que vous ne pouvez pas toucher, qui peut sentir parfois, mais dont personne n'est au courant. C'est un organe qui est composé pourtant de 10 fois plus de cellules que votre propre corps. C'est en fait composé de 10 trilliards de bactéries, des microbes. Vous l'avez sur la peau, dans les poumons, dans l'intestin, dans le vagin, un peu partout sur votre milieu extérieur. Ce microbiome, pourquoi il est important? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que les microbes, eh bien, c'est presque, enfin non, c'est pas presque comme le cochon, c'est pas tout bon, mais beaucoup de choses, beaucoup de ces bactéries, votre microbiome sont essentiels à votre santé. Les microbes, c'est pas méchant. Les microbes sont là, en fait, la plupart des microbes pour prendre soin de vous. Chez les nourrissons, les bactéries qu'on a dans l'intestin du nourrisson permettent de synthétiser des petites molécules qui permettent le bon développement des organes du nourrisson. Chez vous, les bactéries que vous avez dans votre corps vous permettent de vous protéger des virus, des autres méchantes bactéries, mais aussi de synthétiser des vitamines, d'accélérer votre digestion. Bref, ces bactéries sont essentielles à votre santé. Sauf qu'aujourd'hui, et jusqu'à présent, on a vu les bactéries comme des mauvaises choses. Les microbes, les méchantes bactéries, et il y en a, les bactéries pathogènes, qui créent des infections. La tuberculose,
non pas Ebola, c'est un virus, la tuberculose, gonorrhée, beaucoup d'infections. Ces infections, aujourd'hui, on n'a qu'un seul outil pour les traiter. Ce n'est pas un petit robot, c'est des antibiotiques. C'est des antibiotiques qui, en fait, sont des petites molécules qui vont rentrer dans toutes les bactéries, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient pathogènes. Ils ne vont pas faire la différence. Les antibiotiques sont des armes de destruction massive pour notre microbiome. Ils éradiquent toutes ces bactéries. Sauf qu'à force d'utiliser des antibiotiques, en fait, et c'est d'où les antibiotiques, ce n'est pas automatique, en effet, parce que ça crée des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Ces bactéries résistantes aux antibiotiques, on en parle de plus en plus. Notamment, donc ça a fait la une de tous les journaux. Et la semaine dernière, il y a 10 jours maintenant, les Nations Unies ont enfin sorti un rapport alarmant qui était le même il y a 2-3 ans, mais ça a pris beaucoup d'ampleur. Ce rapport qui dit qu'aujourd'hui, il y a 2 milliards de personnes sur Terre, donc un tiers de la salle à peu près, qui est porteur sain de bactéries résistantes aux antibiotiques, c'est-à-dire que toutes vos bactéries, vos 10 trilliards de bactéries que vous portez, eh bien, il y en a forcément quelques-unes d'entre elles qui ne sont pas forcément méchantes, mais qui ont juste un gène, un code génétique, qui leur permet d'être résistantes si vous prenez un traitement antibiotique, qui ne vont pas mourir. Et le problème, c'est que pourquoi c'est dangereux? Parce que si vous allez à l'hôpital vous faire soigner, avoir une opération par exemple, eh bien aujourd'hui, après une opération, on ouvre quelque chose, on ouvre la peau, des bactéries qui sont soit dans l'intestin, soit la peau, rentrent dans le sang, se répliquent, mais après une opération, paf, on donne des antibiotiques pour les tuer, pour éviter une septicémie, une infection généralisée. Si la bactérie qui rentre dans votre sang est une bactérie qui est résistante à l'antibiotique, eh bien, ce sera bien malheureux et il y aura très peu de solutions pour pouvoir vous soigner. À tel point qu'aujourd'hui, les bactéries ne sont pas seulement résistantes à l'antibiotique, mais elles discutent entre elles. C'est pire qu'Internet, elles s'échangent beaucoup d'informations entre elles, notamment des résistances aux antibiotiques, le code génétique pour devenir résistante aux antibiotiques. Et les prévisions sont telles qu'en 2050, la première cause de mortalité dans le monde, ce ne sera pas le cancer, ce ne sera pas le diabète, ce ne sera pas le sida, ce sera des infections qui sont causées par des bactéries résistantes aux antibiotiques. Alors c'est là qu'intervient Eligo. Eligo, c'est un antibiotique intelligent qu'on est en train de développer. Eligo, du latin eligere, choisir, sélectionner. Pourquoi il est intelligent? Parce qu'il peut sélectionner de façon extrêmement spécifique les bactéries qu'il tue. Alors comment il marche? En fait, ce petit robot, encore une fois, comme la plupart des choses qu'on fait aujourd'hui, il est inspiré du vivant. Il est inspiré ce qu'on appelle un bactériophage. C'est déjà un virus de bactéries. Donc les humains ont des virus, mais les bactéries, qui sont des cellules, ont aussi des parasites, ce qu'on appelle des bactériophages. Là, vous voyez, ce qui est jaune, c'est une belle bactérie, une belle Escherichia coli, et qui est attaquée de part et d'autre par ces bactériophages, ces petits virus. Sauf que ces petits virus, ils ne font pas la différence entre les mauvaises et les bonnes, c'est pareil, ils vont vouloir tuer toutes les bactéries. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a séquencé beaucoup de ces virus pour pouvoir comprendre comment ils marchaient, pour pouvoir aussi arriver à savoir les refaire, les recréer de toutes pièces. Et puis, à la place d'utiliser leur propre ADN, leur propre code génétique, en fait, on a utilisé les petits ciseaux moléculaires dont je vous ai parlé au début. Ces petits ciseaux moléculaires qui nous permettent de découper l'ADN exactement là où on veut. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que vous avez ici deux bactéries, une bactérie non pathogène, une bactérie pathogène. Une bactérie par exemple qui est non résistante à un antibiotique et une bactérie qui est résistante à un antibiotique. Elles ont, vous voyez là, leur génome, les brins d'ADN. La bactérie qui est résistante à un antibiotique, elle va avoir une séquence, un code génétique, dans son code génétique, qui va avoir des séquences d'ADN qui sont responsables de sa résistance à la génétique. Eh bien nous, on peut utiliser notre petit robot pour injecter donc, nos petits ciseaux moléculaires qui sont programmés pour découper un endroit particulier. Dans la bactérie qui est non pathogène, où il n'y a pas ce code génétique, les petits ciseaux vont pas trouver, quand ils scannent le génome, ils vont pas trouver le code génétique qui code pour la résistance. Donc, il ne se passe rien, ils ne coupent pas. Quand ils rentrent dans la bactérie pathogène, qui comporte ce code, qui a ce code, eh bien, le ciseau va découper ce code. Et là, les bactéries, contrairement aux cellules humaines, les bactéries, elles sont moins fortes. Elles ne peuvent pas réparer leur ADN. Ça crée un bug dans la bactérie, et la bactérie meurt de façon extrêmement efficace. À quoi ça nous sert? Ça nous sert de pouvoir différencier une bactérie d'une autre et comparer à un antibiotique actuel. On a un mode de fonctionnement complètement différent. On peut non seulement tuer les bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques actuels, mais on garde le reste des autres bactéries du microbiome complètement intactes. Alors aujourd'hui, on a déjà testé ce robot Eligo chez les souris,
où on montre en fait que quand donc là c'est chez l'humain, mais c'est un peu plus tard, mais ça va marcher pareil. En fait, on peut administrer ces petits robots dans des capsides tout à fait qui existent, qu'on prend aujourd'hui comme des médicaments. Une fois qu'ils arrivent dans l'intestin, ces petits robots, du coup, ces petits robots biologiques vont se disperser et en fait infecter toutes les bactéries, les bonnes et les mauvaises, et arriver à tuer uniquement les mauvaises. Ce qui est assez génial, c'est quand tu tues uniquement les mauvaises, on permet aux bonnes qu'on n'a pas tuées de pouvoir recoloniser la niche et en fait prévenir les mauvaises de réapparaître ou de revenir dans cet espace. Alors aujourd'hui, comme je disais, on sait déjà que ça marche chez les souris et on est en train d'avancer pour des développements cliniques chez les hommes pour traiter au-delà des infections résistantes aux antibiotiques, un champ d'application beaucoup plus vaste. Notamment, par exemple, toutes les maladies qui sont liées au microbiome, comme les maladies inflammatoires ou les maladies auto-immunes. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que des déséquilibres entre bactéries A, bactéries B, bactéries C, on en a 10 trilliards de bactéries, elles sont toutes différentes. Et il y a un équilibre, on a ce qu'on appelle un microbiome sain, un microbiome malsain. Et quand il y a un déséquilibre de ce microbiome, quand il y a certaines bactéries qui prennent le dessus, eh bien ça peut créer des inflammations, comme par exemple dans la maladie de Crohn, où il y a certaines bactéries très particulières qu'il faut éliminer. Mais là, on ne peut pas utiliser d'antibiotiques parce qu'on ne veut pas tuer toutes les bactéries, au contraire, on ne veut pas qu'il y en ait qui deviennent résistantes, on veut en tuer seulement des particulières. Donc on travaille sur la maladie de Crohn, on travaille sur l'acné, c'est pareil, l'acné, on est en train de se rendre compte avec le séquençage massif, on peut comparer les peaux des différentes personnes, les bactéries qui sont sur la peau de différentes personnes, et on voit qu'il y a certaines bactéries qui sont responsables de l'inflammation des boutons d'acné. Et puis pour finir sur quelque chose d'un peu plus marrant, on peut travailler sur les odeurs corporelles, on discute avec des boîtes cosmétiques, parce que si certaines personnes sentent mauvais plus que d'autres sous les bras, eh bien c'est la faute souvent de leurs bactéries, des bactéries qui en fait découpent nos propres sécrétions, qui sont complètement inodores, en sécrétions qui peuvent être parfois très odorantes. Bref, Eligo, aujourd'hui on est une petite équipe, on a levé quelques millions l'année dernière, on est revenu du coup de Boston et de New York avec mon associé en bas, David Bicard. On a la chance d'avoir l'ancien directeur de Sanofi qui nous a rejoint, une équipe complètement internationale. On arrive même en France à faire venir du coup 2 personnes de Stanford, une personne du MIT avec nous. Et puis on avance et on espère faire part justement de cette révolution industrielle qui mélange à la fois le digital et la biotechnologie pour être une des boîtes qui soit dans les 100 prochaines plus grandes en France, on l'espère. Merci beaucoup.